Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Burkina Faso, des ONG internationales réclament des nouvelles du journaliste Atiana Sej. En Afrique du Sud, plus de 3500 ressortissants malawiens rapatriés en quelques semaines. Et puis au Liban, les tensions communautaires ravivées par la guerre entre Israël et le Hezbollah. Apprends le chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, au Burkina Faso, plusieurs organisations internationales de défense des droits humains et de la liberté de la presse demandent aux autorités de donner en urgence des nouvelles du journaliste Atiana Sej, directeur du journal L'Événement. Parmi les signataires figure la Fédération internationale pour les droits humains, Amnesty International, Human Rights Watch, Reporters sans frontières et plusieurs autres organisations engagées dans la protection des journalistes. Des ONG internationales dont Human Rights Watch, Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l'homme et Reporters sans frontières exigent la libération du journaliste Atiana Sej Oulon, qui a disparu au Burkina Faso depuis 2 ans. Le 24 juin 2024, des hommes armés se présentant comme des agents des services de renseignement ont enlevé Sej Atiana, âgé de 40 ans, à son domicile de Ouagadougou. Quelques semaines plus tard, le capitaine Ibrahim Traoré a reconnu qu'un homme de médias avait été arrêté pour avoir prétendument diffusé des fausses informations en référence apparente à M. Oulon. Le directeur du journal L'Événement a été enrôlé de force dans l'armée avec d'autres confrères, selon les déclarations du gouvernement. Oulon, journaliste d'investigation connu pour avoir dénoncé la corruption au sein des forces de sécurité, enquêtait depuis longtemps sur des cas présumés de détournement de fonds publics. Cependant, en mai 2026, RSF a révélé qu'Atiana Sej avait été torturé par les forces de sécurité, y compris de hauts responsables proches du capitaine Traoré, dans des maisons privées transformées en prisons clandestines à Ouagadougou.
Le rapatriement de ressortissants malawiens depuis l'Afrique du Sud se poursuit. Selon les autorités, plus de 3500 citoyens de Malawi ont déjà regagné leur pays ces dernières semaines. Cette situation intervient dans un contexte marqué par une montée des tensions autour de l'immigration clandestine en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les rapatriements de ressortissants malawiens se poursuivent après la montée des tensions liées à l'immigration clandestine. Plus de 3500 citoyens du Malawi ont déjà quitté le pays, tandis que des milliers d'autres attendent encore leur retour dans des centres d'accueil temporaires à Durban. Depuis le début des rapatriements, 1549 personnes sont arrivées au Malawi. Environ 1260 sont en route et 700 ont été expulsés. Au total, 3509 Malawiens ont donc déjà été rapatriés. Et grâce à l'aide du gouvernement sud-africain, 700 se sont rendus au Malawi. Pour faire face à l'afflux de personnes en attente de départ, les autorités sud-africaines ont lancé la construction d'un deuxième centre de transit. Le premier site, situé à Sherwood, près de Durban, accueille déjà près de 10 000 personnes dans des conditions de forte promiscuité. Je suis ici parce que je n'ai pas d'argent pour rentrer chez moi. On m'a dit que je n'avais pas de travail. La perte de mon emploi a été très douloureuse pour moi et je n'avais plus rien, pas un sou pour rentrer chez moi. C'est pour ça que je suis ici, pour attendre le transport gratuit, car je n'ai pas les moyens de payer moi-même mon billet de bus. Le Malawi est l'un des derniers pays africains à organiser le rapatriement de ses ressortissants sur fond de tensions persistantes autour de l'immigration. Au Liban, les conséquences du conflit entre Israël et le Hezbollah continuent d'alimenter leurs divisions internes dans plusieurs localités du sud du pays. Des habitants affirment avoir subi des pressions pour ne pas accueillir des déplacés chiites ayant fui les zones de combat. Une situation qui ravive les tensions communautaires dans un pays déjà confronté à de multiples défis. Plus de détails dans cet élément. Milia El-Sheikh a quitté Dibin le 3 mars dernier. Comme tous ses habitants, elle a obéi aux ordres d'évacuation lancés par Israël. Elle fait partie de la petite communauté chrétienne de ce village, majoritairement chiite, aujourd'hui vidé de ses habitants. Nous avons dû fuir, mais impossible de rentrer chez nous. La guerre continuait. Ce qui me déchire le plus, c'est cette impossibilité de retrouver mon foyer. C'est là que je cultive ma terre, que je subviens à mes besoins. Nulle part ailleurs, je ne me sens aussi en paix. Rien n'est plus insupportable que d'être arraché à son chez-soi. À des Marjaoun, où Milia El-Sheikh a trouvé refuge, les habitants peuvent rester à condition de ne pas accueillir des déplacés chiites. Personne ne nous a ordonné de partir. Pourtant, la mairie nous a contactés. Tous les déplacés devraient quitter la ville, sans quoi elle procéderait à l'évacuation totale pour la sécurité de tous. Nous n'avions pas le choix. Ces pressions réveillent des blessures que beaucoup croyaient enfouies. Cette région a vécu sous occupation israélienne pendant 18 ans, de 1982 à 2000. Elle était alors le bastion de l'armée du Liban Sud, une milice alliée à Israël. Notre avenir, il est flou. Nous ignorons où nous irons, et même si nous serons encore en vie dans 5 minutes. Nous sommes revenus à zéro. Nos parents nous parlaient de leur enfance sous les bombes. Aujourd'hui, nous vivons la même histoire. À Dédé Marjaoun, la municipalité dit avoir reçu des pressions de la part des autorités israéliennes pour ne pas accueillir des déplacés chiites.
Par ailleurs, l'Iran a réaffirmé mardi sa volonté de conserver le contrôle du détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique pour le commerce mondial de pétrole. Cette déclaration intervient alors que les États-Unis ont annoncé une levée des sanctions sur le pétrole iranien dans le cadre des discussions visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Après 18 heures de négociations dimanche et jusqu'à lundi matin très tôt, la délégation de haut niveau iranienne quitte le palace de Bürgenstock en Suisse. Les négociateurs des deux pays achèvent un premier cycle de rencontres dans cette période de 60 jours. Le vice-président J.D. Vance, qui représentait la délégation américaine, s'est félicité de progrès significatifs. Nous avons posé de très bonnes bases pour un accord final réussi. L'accord final, c'est la maison. Nous avons posé les fondations. Nous n'avons pas construit la maison, mais nous avons posé des bases réussies pour parvenir à un bon accord pour le peuple américain. Selon les Américains, les Iraniens ont accepté le retour sur leur territoire des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il n'y avait plus accès depuis les frappes de juin 2025, même s'ils ont pu visiter certaines centrales. Côté Hormuz, où le trafic maritime dans le détroit s'améliore de jour en jour, le Trésor américain a annoncé la levée des sanctions sur le pétrole iranien pour une durée de 60 jours, autorisant sa production, son exportation et sa vente. Une victoire pour l'Iran qui maintient sa volonté de mettre le Liban au cœur des négociations. La médiation inlassable du Pakistan et du Qatar a permis des avancées majeures vers la fin de la guerre au Liban. Les exportations de pétrole ne sont plus restreintes, le blocus est levé, certains avoirs gelés sont débloqués et un vaste plan de reconstruction et de développement a été lancé pour l'Iran. Vendredi, les affrontements entre Israël et le Hezbollah avaient compromis l'avancée des discussions. Les négociateurs se sont mis d'accord pour mettre en place une cellule de gestion des conflits au Liban, une phase de test pour la délégation iranienne. Elle devrait permettre de continuer à mener des négociations tout en veillant au cessez-le-feu en territoire libanais. Les États-Unis ont aussi annoncé qu'une partie des avoirs iraniens serait débloquée si Washington pouvait s'assurer que cet argent ne finance pas le terrorisme, mais la reconstruction du pays. Les négociations vont désormais se poursuivre sur un... Dans un autre registre, 3 personnes ont été tuées lundi lors d'une fusillade survenue dans un quartier juif de Montréal. Parmi les victimes, on figure un policier ainsi que le suspect présumé. Les autorités canadiennes poursuivent leur investigation afin de déterminer les circonstances exactes de cette attaque. Reportage à suivre. Des vitres brisées et des impacts de balles. Lundi, tout a basculé dans ce quartier du centre de Montréal. Vers 11h35, un homme compose le 911, le numéro d'urgence de la ville. Il dit avoir aperçu un canon de fusil sortant de la fenêtre d'un hôtel. Lorsque les policiers arrivent, le suspect ouvre le feu avant d'être abattu. C'était un appel au 911 d'un citoyen qui nous signalait que quelqu'un tirait depuis un endroit précis. Et à ce moment-là, quand la police est arrivée, cette personne n'était pas à un autre étage. Puis les tirs croisés ont commencé. À ce stade, est-ce considéré comme un acte criminel ou un acte terroriste? Nous n'avons pas ce détail. 2 personnes ont été tuées. Mohamed Lamid Benredouane, un policier, et Michael Moshe Mizrahi, un habitant du quartier. Une policière a également été blessée. Toutes nos pensées vont aux familles des victimes. Nous avons la confirmation du décès d'un des policiers. C'est donc un moment très triste pour nous. Je veux dire, savoir que mon fils était littéralement sur son scooter, dans cette rue, sans autre protection qu'un casque, et à quelques minutes du moment des coups de feu, je n'arrive pas encore à y croire. On ignore encore les motifs du tueur. Selon Radio-Canada, il aurait laissé derrière lui un manifeste masculiniste. En 2018, un homme se revendiquant de cette mouvance avait tué 11 personnes, surtout des femmes, lors... Et puis une dernière actualité pour boucler ce journal. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé sa démission lundi. Une décision qui intervient après de fortes pressions au sein du Parti travailliste à la suite de mauvais résultats électoraux. Andy Burnham, maire du Grand Manchester, apparaît déjà comme l'un des favoris pour lui succéder à la tête du parti et du gouvernement.
Des sanglots dans la voix, très ému visiblement Keir Starmer lorsqu'il a annoncé sa démission tout à l'heure. Le Premier ministre britannique, oui, était sous pression depuis plusieurs mois, y compris au sein de son parti travailliste de plus en plus impopulaire. Keir Starmer va donc quitter le 10 Downing Street moins de 2 ans après y être entré par la grande porte, poussé vers la sortie après toute une série de mauvais calculs politiques, de mauvais résultats électoraux aussi. Emeline Vain, on vous retrouve à Londres, vous êtes en direct. Les députés ont retiré leur confiance au Premier ministre britannique. Et oui, 6 ans après être arrivé à la tête du Parti travailliste, 2 ans après sa victoire écrasante aux législatives, Keir Starmer a fini par entendre les appels à la démission d'une centaine de ses députés et de certains ministres. La question que mon parti pose aujourd'hui, c'est de savoir si je suis le mieux placé pour nous mener à la prochaine élection. J'ai entendu la réponse de mes députés et je l'accepte de bonne grâce. Certaines figures travaillistes saluent le dévouement de Keir Starmer, d'autres dans l'opposition, en particulier le leader d'extrême droite Nigel Farage, réclament des élections anticipées. Mais la suite, Keir Starmer la confie à son parti. Je demande au comité exécutif national du parti d'établir un calendrier pour permettre aux candidats de se présenter à partir du 9 juillet. En cas d'élection interne, le nouveau leader sera en place avant la rentrée parlementaire de septembre. Je resterai au poste de Premier ministre jusqu'à la fin de ce processus et je donnerai mon soutien entier et sans équivoque à mon successeur. Alors, pour la succession, pour l'instant, seul un candidat s'est déclaré, Andy Burnham, l'ex-maire de Manchester, qui sera intronisé député cet après-midi. Son principal concurrent, pressenti West Streeting, vient... Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à tous sur ESA TV.